Nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce 20h. Célébration ce 22 mars de la Journée internationale de l'eau. La gestion des eaux usées domestiques focalise les attentions au Bénin à suivre le message du ministre de l'Énergie, des Mines et de l'eau. Phase active du projet Bénin Taxi, 300 jeunes sélectionnés sont en formation en cet effet. Ils vont renforcer leurs connaissances dans l'exploitation d'une flotte de taxis urbains. Et puis vers la relance du championnat national, 2 matchs amicaux en préparation, on relance les acteurs du cuiron au Bénin. On en parle dans cette édition. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vague d'eau sur certains tronçons à Cotonou a déraciné. C'est le bilan des premières pluies à Cotonou ce lundi 20 mars. Une équipe de reportage est allée faire le constat. Blaise Adampo, Evra Anani. Quelques coups de coupe-coupe pour débarrasser cet arbre de sa clôture. Ce n'est pas l'opération de libération des domaines publics, mais l'une des conséquences de la pluie de ce lundi nuit. Sur les tronçons Vaudia Étoile Rouge et Sainte-Rita Étoile Rouge, les arbres déracinés ralentissent la circulation. Cette année, les pluies seront étalées normalement. Donc, il n'y aura pas de regroupement prononcé en tant que tel. Alors, lorsqu'on démarre en masse, c'est les pluies dues aux lignes de grains. Donc, c'est les pluies suivies de grands vents. Le mois de mars, le mois d'avril, c'est des pluies avec de grands vents qu'on a habituellement. Donc ce qui s'est passé là, c'est tout à fait normal. C'est le début de la saison qui commence et c'est toujours de cette façon que cela se comporte. Les premières pluies à Cotonou auront laissé des traces. À Bégamé et à Agla, c'est un convoi de voitures et de motos qui patauge dans l'eau. Des précautions doivent être prises. Nous devons nous préparer à ça et savoir que les mois de mars et avril, on aura de grands vents. Et ça va faire terrasser les arbres, ensuite enlever les toits. Et je parle des écoles en ce moment-là. Donc on se prépare, on sait que le mois d'avril, c'est les grands vents. Et il y aura beaucoup d'éclairs, de tonnerres. Des mesures de précaution, l'arrondissement de Godomé en prend, à l'instar du curage de certains caniveaux. Un impératif par ces temps de pluie pour éviter sinon amoindrir les risques de noyade, pour les engins notamment. On ne change pas de registre. L'eau potable à tous les Béninois, où qu'ils se trouvent sur le territoire national d'ici 2021, c'est une priorité du gouvernement béninois. Le PAG, programme d'action du gouvernement 2016-2021, prévoit pour le secteur de gros investissements et des réformes audacieuses. Ghislain Poguet nous en parle. Au Bénin, aujourd'hui, plus de 12 000 localités n'ont pas de point d'eau fonctionnel. C'est une situation à laquelle le gouvernement de Patrice Talon veut mettre fin, en investissant massivement dans le secteur de l'assainissement et de l'eau et en opérant des réformes structurelles majeures. Des mesures qui permettront d'apporter de l'eau potable à plus de 5 000 Béninois à l'horizon 2021. La réalisation d'1 millier de forages à gros débit, la réalisation d'environ 1300 nouvelles adductions, mais également la réalisation et la réhabilitation de près de 6 000 forages équipés de pompes. Mais tout ça avec un appui à l'intermédiation sociale, la mise en affermage et en gestion déléguée pour permettre au privé de mieux s'impliquer dans ce domaine ô combien important et vital pour nos concitoyens, mais aussi le renforcement de la maîtrise d'ouvrage communale pour donner la main aux communes dans ces domaines. Pour la réalisation effective de ces projets et l'efficacité dans l'action, le gouvernement béninois articule ces différentes actions dans des réformes adaptées. La création d'une agence d'exécution pour l'approvisionnement en eau potable en milieu rural. La restructuration de notre Société nationale d'eau par la séparation de la gestion du patrimoine et de la gestion de l'exploitation. Toutes ces actions représentant un investissement de plus de 500 milliards permettront d'assurer un taux de desserte qui est aujourd'hui de 67,6% en milieu rural et 84% en milieu urbain et périurbain, à 100% d'ici 2021. L'objectif à terme est l'accès universel à l'eau potable à l'horizon 2021. Le Bénin serait ainsi en avance sur les objectifs de développement durable dont l'atteinte est fixée à 2030.
Eh bien, l'eau, la ressource naturelle la plus importante pour l'humanité, sera célébrée dans le monde entier demain, mercredi 22 mars, comme depuis 1992, le thème mondial retenu pour cette 25e édition. Les eaux usées au Bénin, les manifestations tourneront autour du sous-thème la gestion des eaux usées domestiques. À la veille de cette célébration, le ministre en charge de l'eau, Donald Jean-Claude Osso, a délivré un message à ses compatriotes, suivant un extrait au micro de Aurélie Sauton et Patrick Benoît. Béninoises et Béninois, l'importance de l'eau dans l'économie humaine ne cesse de croître. Et l'approvisionnement en eau douce devient ainsi de plus en plus difficile. Sous la pression des besoins considérables donc de la civilisation moderne, on est passé de l'emploi des eaux de source et de nappes phréatiques à une utilisation de plus en plus poussée des eaux de surface. Parallèlement, se sont développées les eaux souterraines et les méthodes de recyclage. Et on peut noter simultanément que les causes de pollution se sont étendues. Les manifestations autour de cette 25e édition au plan national se cristalliseront autour du sous-thème « La gestion des eaux usées domestiques ». Ce sous-thème qui fait appel au respect des normes sanitaires en matière de gestion des eaux usées met en relief la relation entre l'importance de notre environnement et notre bien-être. Le programme d'action du gouvernement PAG 2016-2021, intitulé Bénin révélé, envisage une intervention significative, je dis bien significative, en matière d'aménagement équilibré et durable de l'espace national en lien avec les objectifs du développement durable. Et sous la détermination et la clairvoyance du président de la République, Patrice Talon, une très forte ambition d'accès universel à l'eau pour tous à l'horizon 2021, soit presque 10 ans avant l'échéance fixée par les Nations Unies. Le gouvernement a fait le choix de procéder à la mobilisation des ressources du secteur privé au moyen de partenariats publics-privés, en complément aux ressources traditionnelles de financement de ces secteurs soutenus par des réformes conséquentes dans le secteur. Parlons toujours eau après les constructions de centres de santé et de modules de classe au profit de Gbarouété. La voici dans le domaine de la fourniture de l'eau potable. Elle, c'est l'ONG ELISA. L'organisation a inauguré donc en fin de semaine écoulée à Gbarouété un ensemble de bonnes fontaines et de latrines pour un montant de 250 millions de francs CFA. Guillaume Aviano, Brissongo. De l'eau potable désormais disponible à plein temps à Gbaouété, un village de la commune d'Adjaouéré. L'organisation non gouvernementale française ELISA inaugure 14 bonnes fontaines alimentées par ce château d'eau à partir de ces 2 stations de pompage et 26 latrines. L'avènement des 2 types d'infrastructures permet de résoudre 2 problèmes au sein de la communauté. Entre autres, la pénibilité d'accès à l'eau potable, surtout en saison sèche, et la pollution environnementale du fait de la défécation à l'air libre. Quel bonheur pour vous, chère population. Il s'agit d'infrastructures qui ont un impact certain, entre autres la lutte contre la pauvreté et les maladies endémiques pour des milliers de gens, en particulier les enfants et les femmes dans notre pays. Fini donc les corvées d'eau à Gbaouété grâce aux 250 millions de francs CFA investis dans la localité par l'ONG ELISA. Adjaouéré est une commune enclavée, confrontée à d'énormes problèmes d'hygiène et d'assainissement, d'où la main tendue des autorités de la commune. J'ai besoin aussi de l'eau ailleurs. Vous allez m'aider. Des populations de Koueligaba, via les villages d'Ogbo, de l'eau. Depuis bientôt une décennie, l'ONG ELISA et l'association Dialogue et Partage tentent d'offrir un mieux-être aux populations du département du Plateau en général et celles de la commune d'Adjaouéré en particulier, pour rappel. On parle changement climatique à présent. Comment identifier, s'adapter aux facteurs liés au changement climatique, freinant le développement des communautés? Le sujet a été au centre d'un atelier ce week-end à Promisérité. Guillaume Avienne.
Des cadres des organisations non gouvernementales opérant dans le secteur du cadre de vie en formation à Accra Misrété. Sur une semaine, en effet, le SICPRE Bénin, le Cercle international pour la promotion de la création et son partenaire le CECA, le service chrétien d'appui à l'animation rurale, les ont outillés à l'évaluation participative des risques liés au changement climatique et aux catastrophes. Un échantillon de 30 personnes représentatives des communautés ont été formées sur la période à la gestion des implications diverses des changements climatiques à travers 8 modules. Et les modules partent de l'analyse du contexte, l'élaboration des cartes des aléas et des ressources de la communauté, la matrice de vulnérabilité, l'établissement d'un calendrier saisonnier, les stratégies de réaction et pour déboucher sur la définition des orientations qui pouvaient permettre à la communauté de véritablement bâtir un projet ou un programme qui prenne en compte les aspects liés au changement climatique. Grâce à cet outil, la communauté pourrait par elle-même analyser sa propre vulnérabilité au changement climatique. Ce faisant, la communauté définit de concert avec les experts les grands axes d'orientation du développement de son espace géographique. Les organisateurs de la présente formation pensent avoir donné aux communautés une puissante arme d'adaptation au changement climatique. Eh bien, le projet Tarsi Bénin entre dans sa phase active. Les 300 jeunes sélectionnés sont en formation. Ils vont acquérir des connaissances qui leur permettront de participer à une exploitation d'une flotte de Tarsi moderne. Plus de précisions avec Ghislain Kogué. 300 jeunes, dont 5 femmes, ils vont bénéficier de formations appropriées pour la mise en exploitation d'une flotte de taxis au profit des grandes villes du Bénin. Pour assurer l'assurance qualité des jeunes qui sont recrutés, le ministre d'État, M. Aboulaye Biotchane, a décidé qu'une formation de qualité soit allouée à ces jeunes. Et dans les domaines ci-après, il y a le domaine de la mécanique générale, le domaine du tourisme, du management, le domaine de la sécurité. Dans le cadre du projet Bénin Taxi, ils ont subi une sélection rigoureuse pour être retenus. Au cours de la cérémonie qui officialise le démarrage des formations, ils sont placés face à leurs responsabilités. Vous devez avoir la conduite impeccable, respecter le code de la route. Vous devez également respecter la morale. Vous devez avoir donc un savoir-faire, mais également un savoir-être. C'est dire que les injures intempestives dont Cotonou, hélas, se déshonore, vous ne devrez pas être sur ce terrain-là. Vous êtes des professionnels sélectionnés, vous devez être le modèle, vous devez être l'élite même de nos conducteurs. Les 300 jeunes béninois formés seront mis au service du transport urbain. Un transport urbain que le projet Bénin Taxi envisage moderne, adapté et dynamique, à l'image des grandes villes des pays développés. Direction le Septentrion, la commune de Banikwara dispose désormais d'un monument. Le monument du paysan, c'est son nom. L'inauguration a eu lieu en présence de Sa Majesté Nansouron, chef supérieur de Banikwara. Firmin Bassao et Judika Elaena nous apprennent qu'il s'agit là d'un hommage mérité rendu aux producteurs et éleveurs de la capitale de l'or blanc. Regardez. Banikwara désormais dans le concert des villes à monument. Un homme tenant une roue avec à côté une vache et un plant d'arbre. Tout un symbole pour la commune capitale de l'or blanc. C'est un agriculteur qui fait de la diversification agricole, qui fait aussi de l'élevage et qui est soucieux de la sauvegarde de l'environnement. Donc je dirais que c'est un agriculteur épanoui. Et les agriculteurs, les producteurs agro-éleveurs de la commune de Banikwara sont épanouis et participent énormément à la croissance économique du Bénin et au développement de la commune. Environ 8 millions de francs CFA déboursés par le conseil communal pour l'érection du monument en hommage aux producteurs. Tout un mérite reconnu ici par le chef supérieur Nansouron de Banikwara. Je suis très content. Ceux qui ont eu cette initiative, que les mains de nos ancêtres les bénissent, leur donnent longue vie. Banikwara est reconnu sur le plan national et international à travers l'agriculture, dont les seuls acteurs sont les producteurs agro-éleveurs de la commune de Banikwara. Donc nous leur disons que le conseil communal
avec à ses côtés le chef supérieur Nansounon, seront toujours à leur côté. Un monument du paysan à Banikwara, c'est tout un hommage rendu aux braves producteurs et éleveurs de cette commune. Un mot de football en attendant la relance du championnat national qui démarre. Un peu plus de temps et de moyens. La Fédération béninoise de football invite les acteurs du Cuiron à la préparation de 2 matchs amicaux. Le sujet a été au centre d'une conférence de presse au siège de l'institution à Porto Novo ce lundi. Guillaume Avienne, Brissombo. Au menu de cette conférence de presse, des comptes rendus de plusieurs missions en France et au Maroc en vue de nouer des partenariats avec les structures fêtières, des instances dirigeantes du football de ces pays, mais aussi à Addis Abeba en Éthiopie pour l'élection du nouveau président de la CAF. Des missions aux retombées bénéfiques à l'avenir du Cuiron au Bénin, auxquelles tous les membres du bureau exécutif de la FBF ont été associés. Les absences de certains à la rencontre de ce lundi ne seraient donc qu'un problème d'agenda. Tout le monde n'était pas obligé de venir par rapport à son emploi du temps. C'est pour vous dire que pour moi, il n'y a plus de crise, tout est terminé et encore le tribunal vient de nous donner le feu vert. La crise est terminée et la FBF entend désormais se concentrer sur l'essentiel, relancer le championnat national dans la sérénité, ce qui va toutefois demander un peu de temps. Les priorités pour le moment, 2 matchs amicaux pour lesquels le sélectionneur semble avoir jeté ses dévolus sur les internationaux. Je me suis appuyé sur certains joueurs qui étaient à l'UMOA, certains joueurs que je suivais déjà depuis ici. Donc j'ai pu regrouper 36 joueurs et depuis une semaine, on est en train de travailler à mi-sérité, ce qui me permet aujourd'hui de constituer une base. Et comme je le dis, les locaux me serviront aussi de venir titiller l'équipe senior. Le 24 prochain, les seniors seront face aux Mauritaniens en vue de préparer la CAN Cameroun 2019. Le 27, les joueurs évoluant dans le pays vont croiser leurs crampons avec les locaux égyptiens en match amical en vue de préparer le CHAN. Hors du Bénin à présent, les pluies diluviennes qui s'abattent sur le Pérou ont continué dimanche 19 mars, provoquant inondations, avalanches et coulées de boue dont le bilan s'établissait à 75 morts. Reportage. Du Pérou dévasté par les pluies diluviennes, nous parviennent ces témoignages vidéo. Cet homme qui essaie de traverser la rivière Cañete survivra. 75 personnes au moins ont perdu la vie et 20 autres sont portées disparues depuis que le phénomène El Niño est entré en action sur les côtes du Pacifique depuis le mois de décembre. Les intempéries ont fait plus de 100 000 sinistrés, à l'image de cette femme qui a perdu sa maison et dont la mère a failli mourir sous ses yeux. L'aide internationale se mobilise. Hier, les cargaisons provenant de Colombie, du Chili et d'Équateur ont commencé à arriver. La Croix-Rouge a déployé des équipes de secours d'urgence dans les zones les plus touchées pour fournir des abris, de l'eau, des équipements sanitaires et de la nourriture. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur le pays sont dues au phénomène climatologique El Niño qui réchauffe les eaux du Pacifique et entraîne d'importantes précipitations. Un phénomène d'une rare intensité cette année. Direction la France, Fillon, Hamon, Le Pen, Macron, Mélenchon, tous candidats à la présidentielle en France ont débattu ce lundi 20 mars. Pendant plus de 3 heures, les moments forts du premier débat présidentiel. Voici en images ce que l'on peut en retenir. Ils sont 11 candidats à l'élection présidentielle, mais ils n'étaient que 5 lundi soir sur TF1. Ce que certains n'ont pas manqué de rappeler. On est 11 candidats à l'élection présidentielle, il y en a 5 ici. Je partage les propos qui ont été tenus pour les autres candidats absents de ce débat. Je pense que TF1 pourrait effectivement s'honorer à organiser un débat dans les mêmes conditions que celui qui est organisé ce soir avec les 6 candidats qui ne sont pas précisément présents ce soir. Au total, 10 sujets abordés pour 3 heures de débat, avec une première partie qui est restée très polissée, chaque candidat se contentant de dérouler son programme sans être trop contredit. Première vraie passe d'armes de la soirée, sur la laïcité. Vous ne voulez pas voir la réalité de la gravité de ce qui se passe dans notre pays. Bien, il n'en demeure pas moins qu'il y a quelques années, il n'y avait pas de burkini sur les plages. Je sais que vous êtes pour M. Macron, mais il n'y en avait pas. S'il vous plaît. Et chaque année...
Madame Le Pen, vous serez gentille. C'est ce que vous avez déclaré, non? Je ne vous fais pas parler, je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Je vous assure, tout va très bien. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis clairement, c'est mon habitude. Alors que pensez-vous du burkini, monsieur? Je l'ai dit très clairement, ça n'a rien à voir avec la laïcité parce que ça n'est pas cultuel, c'est un sujet d'ordre public. Donc le burkini, je suis pour éviter, comme d'ailleurs le piège nous est tendu par celles et ceux qui veulent diviser la société. Donc, le piège dans lequel vous êtes en train de tomber, Madame Le Pen, par vos provocations, c'est de diviser la société. J'entends beaucoup parler de liberté. Moi, j'aimerais bien qu'on pense à ces jeunes femmes qui aujourd'hui ne peuvent pas se vêtir comme elles le souhaitent, à qui l'on impose le voile, précisément parce que on a laissé la main aux fondamentalistes islamistes. Deuxième moment fort du débat, la question de la moralisation de la vie politique. J'ai admiré vos pudeurs de gazelle quand vous dites que la campagne a été polluée, je ne parle pas pour vous, madame, a été polluée par les affaires de certains d'entre vous, pardon, pas moi. Les déboires de François Fillon et de Marine Le Pen sont évoqués, mais jamais frontalement. Sur la lutte contre les lobbies, tout le monde est à peu près d'accord, même Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Bien d'abord, en s'assurant qu'il n'y ait aucun parlementaire qui ait des fonctions de conseil ou soit rémunéré par des intérêts. Il est interdit de faire un métier de conseil et de recevoir de l'argent quand on est parlementaire. Rendre transparente la rémunération, en particulier des parlementaires. L'indemnité représentative de frais de mandat doit être soumise à un contrôle. Attaqué par Marine Le Pen et Benoît Hamon, le candidat d'En Marche a dû s'expliquer plusieurs fois sur le financement de sa campagne. Ce que vous avez décrit, ce sont des conflits d'intérêts, ça se caractérise pénalement. Donc soit ce que vous venez de faire, Madame Le Pen, c'est de la diffamation, soit soyez plus précise et allez devant la justice de notre pays. Et dans ces cas-là, la justice fera son office, comme elle est en train de le faire avec plusieurs candidats. Autres sujets centraux de la soirée, l'économie et en particulier les 35 heures. Avec M. Hamon, c'est 32 heures, le revenu universel. Nous, c'est 500 000 fonctionnaires en moins. Vous êtes très fort en soustraction, un peu moins en addition. Chacun sait bien que... L'Europe. Elle interdit tout, l'Union européenne. Elle nous sanctionne, elle nous admoneste en permanence. Et bien sûr, le pouvoir d'achat. Le vrai serial killer du pouvoir d'achat des Français, c'est Madame Le Pen avec la sortie de l'euro et le rétablissement du franc. Interrogé sur Poutine, Trump et la dissuasion nucléaire, chacun déroule ses positions sur la politique étrangère, plus sérieusement que jamais. Nous sommes d'accord pour respecter le droit international. Je vous dis juste que ça ne sert à rien de se montrer armé jusqu'aux dents en face des Russes. Mieux vaut parler. Voilà, si vous préférez aller vous armer, vous battre avec, et notamment en Ukraine où il y a 7 centrales nucléaires, eh bien je dis c'est une folie. Vous serez d'accord avec moi, Monsieur Mélenchon, vous serez d'accord avec moi que quand on discute avec Monsieur Poutine, vaut mieux arriver avec quelques arguments derrière. Au final, 3 heures de débat, quelques pics. C'est un débat à 5. Merci. Pardonnez-moi. Oui, mais il faut bien qu'il y ait un débat au PS. Oui. Et pour finir, la présentation express de 5 programmes, droit dans les yeux. J'ai pu commettre des erreurs, j'ai quelques défauts, qui n'en a pas, mais j'ai l'expérience. Je vous propose, mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, de voter pour un futur désirable. Ensemble, faisons battre le cœur de la France. Il suffit de faire des bons choix politiques pour que, immédiatement, la situation s'améliore pour vous, pour vos enfants, pour vos parents. Notre peuple y est prêt. Et au fond, contre la force du peuple, rien n'est possible. Avec la force du peuple, tout est possible. Je veux que la France, notre pays, redevienne une chance, et une chance pour chacun. Eh bien, l'ambiance du premier débat télévisuel de la présidentielle en France. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Le programme prévoit à partir de 21h le magazine Soirée Sport et 2 feuilletons, Les Choix de l'amour et Oui Vartuo. Eh bien, prenez le rendez-vous du journal du soir à partir de 23h avec Héloïse Winator. L'actualité, c'est aussi sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. L'ORTB passe sans vous.